Bonjour à tous les deux. Bonjour Charles Danjou. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Omerta et bonjour à vous Rémi Savary. Bonjour. Journaliste d'Omerta aussi. Alors votre dernière une est consacrée à la pédocriminalité, une grande enquête. Puis vous avez aussi tout un reportage donc, qui est disponible, on le rappelle, sur votre plateforme, sur votre site internet et sur l'application Omerta. Tout de suite, on va écouter la bande-annonce, puis après on va réagir dessus. C'est la bande-annonce de ce reportage d'Omerta. Alors Rémi Savary, ce reportage donc, s'appelle Internet dans l'antre des pédophiles et c'est Des pédocriminels. Et c'est notamment une lanceuse. D'ailleurs, vous allez nous expliquer. Les pédocriminels, ce sont les personnes donc justement qui passent à l'acte. Vous avez été en contact avec une lanceuse d'alerte, donc Sarah Frick, qui vous a alerté sur le sujet. Et notamment, donc, ce qu'on comprend dans le reportage, c'est à quel point c'est facile pour un pédophile de rentrer en contact avec une mineure via Internet. Alors nous, au départ, pour expliquer un petit peu comment nous avons travaillé, on est allé sur des plateformes qui ont fait un petit peu l'actualité, Coco.gg et Rencontre Ado. Et à partir de là, en fait, nous avons pris contact avec les utilisateurs de ces plateformes. Et sur ces plateformes-là, voilà, nous sommes tombés sur des quinquagénaires. Pour Coco.gg, pour Homme H-Mur du 78, donc, que nous avons rencontré dans ce fameux McDonald's de Cergy Pontoise. Alors pour revenir vraiment, vous avez fait un faux profil, vous êtes fait passer pour une mineure à ce moment-là pour pouvoir passer pour pouvoir rencontrer ce pédophile. Tout à fait. On a créé donc ce profil, on a rencontré donc H-Mur du 78, les échanges sont passés donc du site Coco à Snapchat et rapidement au McDonald's de Cergy Pontoise. Et je salue d'ailleurs notre journaliste Salma qui a réalisé cette immersion, c'est pas évident du tout. Et ce profil de quinquagénaire qui accepte de rencontrer une jeune fille de 14 ans dans un lieu public avec l'espoir peut-être lui en attend davantage en tout cas. Lorsque nous avons eu des échanges avec lui, il était prêt à l'embrasser. Alors c'était souvent sur le ton de la rigolade, mais voilà, au fil des discussions, nous nous sommes rendus compte voilà, que c'était pas forcément de la rigolade. Alors Charles Danjou, voilà, c'est le profil en tout cas de la personne en question. C'est, au départ, elle est très sympathique, très à l'écoute, et puis on sent une sorte de perversité parce que évidemment ces personnes-là attendent des faveurs sexuelles au final. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que Internet permet à ces pédocriminels, je dirais, d'avoir accès à un terrain de chasse auquel ils n'auraient pas accès dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, un quinquagénaire rencontre rarement dans la rue, est rarement en contact avec des adolescents de 14-15 ans. Donc Internet, qui savent manier à la perfection via ces sites de rencontres pour ados, eh bien, leur permet d'être en contact avec des adolescents, avec des adolescents et de les chasser. Donc ils jouent sur un certain nombre de choses, leur maturité, leur pouvoir d'achat, etc., pour pouvoir leur tendre un piège, les manipuler et la finalité est toujours sexuelle, c'est jamais chercher un ami, une écoute, etc. La finalité est toujours sexuelle et c'est
c'est tout le problème d'Internet et de cette plateforme de rencontre, c'est qu'il y a un contrôle parental qui est inexistant parce qu'en réalité, les ados s'y amusent et jouent un peu avec les interdits et sans se rendre compte que, en face d'eux, ils ont des manipulateurs, des pervers dont la finalité est oui, d'avoir des faveurs sexuelles justement de ces adolescents qui justement, c'est une période toujours compliquée cette période-là. On se cherche aussi sexuellement. Et donc justement, vous dans votre reportage, ce qui est assez saisissant, c'est que très vite vous vous rendez compte que cette personne est sur un autre site qui s'appelle Copain d'avant. Copain d'avant. Et donc en fait très vite vous vous rendez compte qu'il est quinquagénaire. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une demande de carte d'identité? Comment se fait-il qu'il y ait ces prédateurs qui puissent arriver si facilement sur ces sites de rencontres? Parce qu'il n'y a aucun contrôle. Vous l'avez dit vous-même, ils ne demandent pas les cartes d'identité sur ces plateformes. Et c'est peut-être là le véritable enjeu, la véritable problématique. Le site dont vous parliez d'ailleurs, le fameux Marc qui a 52 ans, se fait passer sur la plateforme rencontre ado pour une personne de 24 ans. Et là où il n'a pas été très intelligent, c'est qu'une simple recherche inversée Google, avec sa photo de profil, nous a permis de déceler le fait qu'il avait en réalité 52 ans. Mais là, voilà, la problématique, comme vous le soulignez, c'est que il n'y a pas de contrôle. Il n'y a aucun contrôle sur ces filles. Pourquoi parce ce sont les plateformes qui ne régulent pas assez leur... Alors, il y a aussi toutes ces plateformes, et puis il y a aussi ce que vous appelez la sextorsion, c'est-à-dire il y a Laura notamment qui a créé cette association Stop Ficha, donc en verlan Ficha ça veut dire donc affiche, c'est un trafic de photos de nus d'adolescents, et donc ça, Charles d'Anjou, c'est aussi il y a aussi une financiarisation en fait finalement de la pédophilie en France. Oui, en fait, il y a deux phénomènes, deux dangers pour nos adolescents sur Internet. Il y a les quinquagénaires ou de la pédocriminalité, je dirais, classique, mais qui s'étend sur Internet. Et puis, il y a un phénomène, effectivement, financier, où là, ça concerne plus, je dirais, de jeunes majeurs qui utilisent, qui exploitent des adolescentes via des photos, des vidéos, etc. et qui en font en fait, je dirais, souvent d'ailleurs à leur corps défendant, parce qu'elles en sont victimes et elles tombent dans des engrenages, mais de la prostitution un peu virtuelle 2.0. Et ça, c'est l'autre, je dirais, danger sur Internet qu'on explique bien dans cette enquête, c'est tout ce qui est les photos, les vidéos qui sont volées ou qui sont achetées et qui sont ensuite diffusées, notamment via la plateforme Telegram. Et Rémi Savary, après, il y a une espèce de boucle, c'est-à-dire qu'il y a un chantage à ces femmes en leur disant écoute, on a ces vidéos de toi, on peut payer, sinon on les met sur Internet. Il y a une espèce de boucle, et puis ça peut arriver donc jusqu'à la prostitution même pour certaines personnes. Et c'est arrivé à la victime, Inès, que nous avons justement dans ce documentaire par téléphone et que nous avons anonymisé pour sa sécurité. Pour elle, ça a commencé lorsqu'elle était encore une jeune fille, une jeune adolescente. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Et des personnes continuent de l'appeler sur son téléphone portable, à la harceler quotidiennement pour avoir des photos. En fait, c'est un engrenage, comme le soulignait Charles d'Anjou il y a quelques instants. C'est un engrenage, ça ne s'arrête jamais presque. C'est très compliqué, comme c'est très compliqué de remonter finalement peut-être aux auteurs de ces actes pédocriminels. C'est compliqué, et en même temps on a l'impression que évidemment tout le monde devrait être concerné par les enfants. On a tous soit des enfants proches de nous. Comment vous expliquez, Charles d'Anjou, que ça soit autant tabou donc ce thème-là? D'ailleurs, vous invitez Karl Zéro qui explique dès qu'il parle de ce thème, on le taxe de complotiste. Pourquoi c'est pas complotiste d'en parler, tout simplement? Pourquoi c'est si difficile d'en parler? Je crois que d'abord le problème, c'est que beaucoup de parents n'ont pas conscience du danger. Et tant qu'on n'a pas, moi-même, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, ouvert les yeux et commencé à regarder ce qui se passe réellement, on ne comprend pas l'ampleur du phénomène. Et c'est vraiment, c'est monstrueux. Et ça touche d'ailleurs toutes les catégories sociales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles, et pas que d'ailleurs, qui sont issues de milieux socio-économiques modestes. Beaucoup de jeunes de banlieue aussi, il faut le dire.
qui sont victimes de ça. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'il y a une forme je dirais de perversité que génère aujourd'hui la société. Le fait qu'énormément d'adultes, de quinquagénaires dont parlait Rémi il y a un instant, s'intéressent à des adolescents de 14-15 ans, c'est un problème en soi, il faut le comprendre, mais aussi cette économie de la prostitution 2.0, cette économie de la manipulation des adolescents, c'est un phénomène qui s'étend et contre lequel la police a beaucoup de mal à lutter parce que comme c'est un business, eh bien, c'est un peu comme, je dirais, le narcotrafic. On peut comparer ça, c'est-à-dire qu'on a des individus qui sont extrêmement professionnels, qui changent régulièrement de département, qui jouent avec la police, qui se cachent derrière des proxys, derrière des VPN, etc. Et le phénomène prend tellement d'ampleur que la police, il faut le dire aussi, est un peu dépassée et que pour une adolescente qui se fait manipuler, il n'y aura pas forcément une procédure derrière. Oui, parce que c'est ça, c'est toujours cette ligne de crête qui n'est pas facile entre se dire, est-ce que c'est un adulte qui parle avec une jeune femme sur Internet ? On ne peut pas deviner, ou en tout cas on ne peut pas lui donner une envie de faveur sexuelle. C'est ça qui est compliqué en tout cas dans ces affaires-là. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que les parents sont complètement dépassés. C'est notamment ce que dit donc Laura, qui elle a été donc victime de ce qu'on appelle le phishing, enfin le ficha, pardon. Elle s'est fait afficher. Et ce qu'elle explique, c'est que les parents découvrent ça, que leurs enfants dans leur chambre peuvent avoir accès, en fait, peuvent rentrer en contact avec des pédophiles. C'est ça qui est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et d'ailleurs, des parents qui ont pu voir le documentaire en avant-première dans nos locaux l'ont constaté et nous ont dit après, il faut alerter aujourd'hui. Il faut alerter. Pourquoi ? Parce que les parents ne sont pas armés face à cette situation. Et une des mamans a dit... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce documentaire ? Il faut finalement prendre un problème à bras-le-corps. Vous parliez tout à l'heure de Karl Zero. Karl Zero dit dans le documentaire que c'est une réalité tangible et que ce n'est pas un délire que la Terre est plate. C'est pas un délire comme dire que la Terre est plate. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est le phénomène de la pédocriminalité aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène. Aujourd'hui, il y a des faits, c'est réel, c'est là, c'est présent, c'est sous nos yeux. Et le documentaire d'Omerta le souligne très bien. Et on s'appuie sur des faits, uniquement sur des faits et sur des profils sur lesquels nous avons enquêté. Et justement, alors qu'est-ce que vous direz, Charles d'Anjou, à un parent, justement, pour protéger ses enfants de cette pédocriminalité ? Parce qu'on l'a dit, les parents aujourd'hui sont complètement déconnectés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas notamment Telegram, Snapchat, tout ça. Comment faire en sorte de protéger ces enfants ? Et en même temps, il y a dans ce reportage cette complication de se dire, en même temps, un adolescent a le droit à sa vie intime et en même temps, le parent doit le protéger, notamment parce qu'il n'est pas encore assez mûr pour pleinement savoir les intentions de ces personnes qui peuvent être évidemment néfastes. Je crois qu'il y a... D'abord, il faut que les parents prennent conscience de comment ça se passe, comment ça se déroule. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Ça peut démarrer par un cercle, par un environnement amical ou au collège, etc. Ou alors ça peut démarrer carrément complètement dans le virtuel. Une fois que les parents ont conscience de comment ça se passe, moi je dirais qu'il y a... il faut qu'il y ait un contrôle, à mon avis, évidemment de l'activité un peu des adolescents sur Internet, même si c'est compliqué parce qu'on peut pas tout contrôler et puis il faut que on peut pas être en situation de conflit avec son fils ou sa fille. Mais il faut aussi, je pense, leur expliquer les risques. Je pense que c'est tout à fait faisable. Faire de la pédagogie, une pédagogie solide et positive est tout à fait faisable parce que les adolescents au contact de la vie, je pense, sentent aussi il y a un attrait, une répulsion pour ces sujets-là. Donc, dans la construction d'un adolescent, il y a des choses complexes, compliquées dans la tête. Et il faut que les parents puissent accompagner de manière forte et pédagogique. Expliquer à un adolescent qu'envoyer des photos de lui nu à quelqu'un qu'il
qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît d'ailleurs, c'est une mauvaise chose parce qu'en réalité, ça peut être utilisé contre lui ensuite et ça peut, je dirais, nuire à sa réputation, etc. Je pense que c'est quelque chose bien expliqué, qui est tout à fait entendable de la part des adolescents. Rémi Savary, là-dessus, sur ses parents, sur comment en parler, parce qu'évidemment, chaque parent dit « Ah ben oui, mais c'est pas mon enfant, ça arrive qu'aux autres ». En fait, on se rend compte dans les témoignages que ça n'arrive pas qu'aux autres. La question, c'est à quel moment en parler, c'est comment en parler. Et il y a une maman, lors du fameux débat dont je parlais tout à l'heure, qui a dit quelque chose de très juste. Ça dépend aussi l'éducation qu'on va apporter à notre enfant. Par exemple, elle discutait avec ses enfants de ça finalement dès la crèche, dès le plus jeune âge. Alors pas de la question de la pédocriminalité en ligne, mais de petits gestes. On n'accepte pas des bonbons des inconnus, par exemple. Toutes ces petites choses-là que on peut mettre en place tout au long de la vie, et ensuite lorsque peut-être ils seront en âge de faire face à ces pédocriminels sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, peut-être qu'ils se montreront davantage méfiants et ils se diront peut-être que cette personne n'a pas 24 ans en réalité, mais elle a 52 ans. Et c'est là peut-être que toute la différence est à faire, et c'est là aussi que les parents doivent prendre pleinement conscience, je pense, selon moi, des enjeux de la pédocriminalité en ligne, surtout à une époque où les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies. Alors vous en parlez aussi, il y a toute cette soft pornographie aussi, qui est donc sur des mineurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le canal Telegram, on en a parlé, il y a donc ces photos de nus d'adolescents qui sont aussi échangées. On dépasse aussi le cadre légal, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas dans la pornographie, on n'est pas dans la prostitution, on est dans un espèce d'entre-deux qui a un flou aussi juridique. Charles Danjou. Oui, en fait, ce qui est dramatique dans la société moderne, si on parle de ce sujet-là, c'est qu'en fait, tout s'achète, tout se vend. Il y a des adolescentes qui acceptent de vendre des photos parce qu'elles ont besoin d'argent de poche, etc., sans mesurer les conséquences ensuite. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont vendu une photo, peut se mettre en place un phénomène de chantage, c'est-à-dire en envoyer plus ou carrément tomber dans la prostitution. Et un des problèmes de la société actuelle, c'est que les adolescents se pensent comme de jeunes adultes, ont un rapport à l'argent qui est qu'on avait... ma génération n'a pas eu, c'est-à-dire qu'à 14 ans, il faut des centaines d'euros parce que il faut faire comme les copines, il faut acheter, il faut consommer, etc. Et comment avoir de l'argent quand on a 14 ans ? Soit c'est les parents, c'est de l'argent de poche, soit effectivement c'est commencer à vendre des photos, ou alors à tomber dans de la prostitution occasionnelle, dans les phénomènes aussi d'escorting. Voilà, c'est je dirais, plus la société de consommation malheureusement avance, et plus des phénomènes qui concernaient de jeunes adultes se déportent sur des adolescents et des mineurs. Une sexualisation aussi des mineurs, des adolescents qui est de plus en plus présente. Absolument. Les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles, pas toutes, beaucoup de jeunes filles de 14-15 ans considèrent qu'elles ont en réalité, qu'elles sont à la majorité sexuelle et qu'elles en ont en réalité 24-25. Voilà. Et donc on déporte tous ces phénomènes, je dirais, pervers, dangereux, marchands, de plus en plus tôt. Rémi Savary, là-dessus, c'est justement une sexualisation de l'enfant, de l'adolescent, et qui permet en fait de justifier cette exposition de nus, et puis ce trafic donc, de photos d'adolescents. Il faut, je pense aussi voir, comment dire ça. Je voulais revenir sur quelque chose par rapport aussi à ce que disait Charles Danjou, et je voulais aussi compléter un petit peu cette partie Telegram. C'est que il n'y a pas que des photos également qui sont vendues sur Telegram. Il y a des numéros de téléphone, des comptes sur les réseaux sociaux. Il y a des adresses personnelles, des adresses d'établissements scolaires. Finalement, c'est tout un marché parallèle, et c'est tout un business qui s'est monté un petit peu à partir de ces jeunes filles. Et vous parliez il y a quelques instants dans votre question de sexualisation. Un ancien activiste d'Anonymous que nous avons rencontré nous expliquait: aujourd'hui, les hackers savent une chose, c'est que dans la plupart des téléphones des jeunes filles,
il y a des photos d'elles nues. Et ces hackers en fait vont aller se servir dans les téléphones des jeunes filles à partir de logiciels espions et vont récupérer ces photos et ces vidéos. Et c'est aussi en partie de là que proviennent ces fichiers que l'on retrouve aujourd'hui sur la plateforme Telegram. Donc ça pose énormément de questions. Des filles qui ne sont pas rentrées dans le système peuvent être hackées et peuvent rentrer dans le système par chantage en fait finalement de ces hackers. Oui, pour le cas d'Inès, en fait, elle a commencé à discuter avec un garçon sur Snapchat. Le garçon lui a dit, elle a eu un problème avec son compte. Un garçon lui a proposé son aide. Derrière, finalement, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à lui pirater son compte Snapchat et derrière, ces photos ont atterri sur des plateformes Telegram. Et ce que dit également l'ancien activiste d'Anonymous, c'est lorsque ils n'ont pas le contenu qu'ils veulent. Ils vont aller faire chanter par exemple la copine, ils vont aller faire chanter la famille. Enfin voilà, c'est tout un engrenage et tout un système qui est rodé malheureusement et qui est mis en place. Merci à tous les deux, hein, évidemment, pour ce reportage qui fait froid dans le dos, il faut le dire quand même. Donc, qui est disponible sur votre site et sur l'application donc Omerta, c'est bien ça? Oui, il est disponible sur l'application Omerta. L'application Omerta se télécharge via Google Play ou Apple Store ou via notre site internet www.omertamedia.fr sur lequel vous retrouvez ce reportage d'investigation et tous nos reportages en version longue et exclusive. Et il y a votre magazine aussi qui est un trimestriel, donc pareil sur la pédocriminalité. Vous voulez en dire un mot très vite, c'est là-dessus sur la pédophilie, puis aussi sur l'éducation, l'ensauvagement des enfants, en tout cas de la société. Oui, en fait, le reportage dont on vient de parler, qui est un reportage vidéo sur notre plateforme, il est dédié à une investigation sur la pédocriminalité sur Internet. Et là, donc, à partir de la semaine prochaine, on sort un magazine qui tape un peu plus large, c'est-à-dire que il est intitulé L'enfance de tous les dangers. Et l'enfance de tous les dangers, c'est évidemment la pédocriminalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les phénomènes sectaires qui embrigadent nos enfants, nos adolescents, le wokisme aussi, qui fait beaucoup de mal, l'ensauvagement, la violence et une éducation nationale qui aujourd'hui est totalement déconstruite et qui ne transmet plus grand-chose. Et donc, l'idée de ce magazine, c'est d'expliquer tous les dangers qui menacent nos adolescents. Un thème primordial. Merci à tous les deux. Bon retour